Bonjour, le nouvel épisode de Recomics est en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle aventure classique de Tanguy et la Verdure, d'après l'œuvre de Charlier et Uderzo, Une taupe chez les Cigognes par Patrice Buendia et Mathieu Durand. Cette aventure se déroule pendant la guerre froide et met en scène des soviétiques, des Français et un exercice nucléaire. Et c'est avec plaisir que nous accueillons le scénariste français de cette BD, Patrice Buendia, pour une nouvelle interview sur Eurocomics. Bonjour Patrice. Salut PH, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Et toi? Avant de commencer l'interview, je profite de cette occasion pour vous montrer la collection de Tanguy et la Verdure portugaise qui a été publiée, si je ne me trompe pas, l'an passé. Voilà, les Ah, tomes 1. excellent, Elles sont, super. elles sont fermées, elles sont confirmées. C'est une Ah, tu les édition as même pas ouverts. incroyable. La traduction est d'un Portugais qui s'appelle Pedro Cleto. Oui, Ok, d'accord. On a cette parce qu'ils ont réuni euh, toutes les périodes de Charlier et Uderzo. ah, Euh, excellent. on a, on a, on a celui-ci. Ah, C'est pas super. difficile de trouver cela au Brésil, mais j'ai des espions partout. Parce que, Voilà, parce que là, du coup, voilà. ce sont des éditions qui sortent qu'au Portugal, pas au Brésil. Pas au Brésil. Ce sont des D'accord. éditions qui viennent, comment on va dire ça? Il y a un journal qui s'appelle Publico, Ouais, et cette édition est là. Ici, on paye un plus. On ouais. va, oui, acheter cette BD. Oui, 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 oui. Il y a le même système en Italie avec la Corriere della Sera qui vend effectivement en supplément des albums de Tanguy et la Verdure. Oui, mais ce sont des albums cartonnés. Oui, oui, cartonné, ouais, c'est des beaux albums, ouais. Oui, il y a encore celui-ci et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est le volume, c'est le tome 7. Et je pense que ça Excellent. finit la période de Charlier Ouais, et ouais. Uderzo. Oui, c'est ça. Donc, bon, on commence, on commence. Tu es déjà habitué à la responsabilité de poursuivre le récit de Jean-Michel Charlier, Et sachant que oui, quand tu, même. scén- tu scénarises également une autre série mettant en scène ces personnages qui se déroulent de nos jours. C'est ça, on a deux séries en parallèle. La série mère que je coécris avec Frédéric Zumbil, qui est le scénariste de Bug Danny, de Team Rafale, et qui accessoirement est ancien pilote de chasse. Et puis la série classique que j'écris tout seul, mais avec toujours le coup de main et le coup de pinceau de Mathieu, qui, étant un grand spécialiste, m'aide beaucoup sur tous les aspects scénaristiques aussi. D'accord. Est-ce que tu peux résumer la trajectoire de Tanguy Laverdure en passant par des différents auteurs, des dessinateurs, par exemple? Bah, disons que c'est des personnages qui sont très importants en France parce que ça a été, en fait, ça a été vraiment des personnages extrêmement populaires dans les années 60. Le personnage d'abord de Michel Tanguy, puis de Tanguy à la Verdure, évidemment faisait partie de l'Aventure Pilote, le magazine mythique de la bande dessinée française. Après, ils ont été déclinés en albums, mais ils ont été aussi et surtout eu droit à une série télé à la fin des années 60 qui s'appelait Les Chevaliers du Ciel, qui était Oui, oui. extrêmement populaire. Il y avait la musique de... Johnny Hallyday, bien Oui, sûr, c'est ça. évidemment, évidemment. Et pour tout te dire, moi j'avais le disque quand j'étais petit de Ah, la série, du générique, et ça avait rendu du coup ces personnages extrêmement populaires. C'était des ventes vraiment, vraiment énormes. Alors faut dire qu'il y avait quand même deux choses qui comptaient, c'est qu'il y avait d'une part beaucoup moins de bandes dessinées à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une production pléthorique. À l'époque, je pense qu'il devait y avoir que quelques dizaines d'albums qui sortaient par an, peut-être quelques centaines et encore. Et pour ce qui est de leur aventure télévisuelle, eh ben, tu avais très peu de chaînes. En fin des années 60, tu en avais peut-être même qu'une. Et du coup, tu ne pouvais pas y échapper. Donc, c'était des personnages qui étaient connus de tous et qui étaient extrêmement populaires. Et du coup, après, bon, bah, Uderzo, comme tu le sais, est devenu l'auteur d'une toute petite série anecdotique qui s'appelle Astérix. Et, uh-huh.
Et à un moment, il n'arrivait plus à être sur 3 séries en même temps. Donc, il a cédé les droits de Tanguy la Verdure à Jean-Michel Charlier, qui a recruté JG, aussi un Gigé. dessinateur mythique. Gigé, Ouais. dessinateur aussi également de Spiro. Alors, il a fait plein de choses. Il a fait Jerry Spring. Enfin, c'est vraiment un Jerry Spring. dessinateur mythique, JG. Alors, il y a eu quand même là une partie du public qui était un petit peu moins conquis, parce que le dessin de Gigi était un petit peu plus anguleux, peut-être moins flatteur que n'était celui du Derzo, mais ça restait Mhm. quand même une très belle série. Puis après, il y a eu un hiatus pendant assez longtemps. Il y a eu quelques albums écrits par Lédin et dessinés par Fernandez. ouais, et avec le premier album particulièrement qui était magnifique, qui était Prisonnier des Serbes. Ils ont fait quelques albums, et puis après, Frédéric Zumbil, Sébastien Philippe et moi-même, on a pris le relais avec l'ambition de vraiment intégrer Tanguy à la Verdure dans la réalité à la fois technologique et géopolitique d'aujourd'hui. Merci, merci. Et pourrais-tu nous résumer cet album plus en Alors, détail? Une taupe chez les cigognes. Alors, c'est pas une histoire qui se passe dans un zoo, mais donc sur la base de Dijon, qui était, enfin, entre autres, sur la base de Dijon, qui était la base de ralliement de l'escadrille des cigognes. Et ça raconte, alors on est situé, on a préféré ne pas donner d'année, mais grosso modo, nous sommes à la fin des années 60. Un espion russe fait sécession, enfin fait défection et part à l'ouest. Et à l'occasion de ce passage à l'Ouest, alors qu'il est interrogé par les services de renseignement américains, il leur apprend qu'il a un message pour l'État français. Et ce message, bah, c'est qu'une bonne partie de l'État et même des infrastructures militaires a été noyautée par des espions soviétiques. Donc ni une ni deux, le général décide de tester la force atomique, enfin, surtout le niveau de secret qui a pu être gardé au niveau de l'arme atomique aéroportée. Et donc, il impose à ses généraux un exercice de 3 jours pendant lesquels ils vont complètement, 4 jours même, pendant lesquels ils vont complètement fermer les bases. Ils vont être, pour employer un mot qui est devenu à la mode il y a quelques années, ils vont être totalement confinés. Et le but du jeu, c'est de tester l'efficacité de toutes ces escadrilles et d'essayer pendant ces 4 jours de débusquer d'éventuels espions. Oui, d'accord. Et comment parviens-tu à maintenir l'équilibre entre l'aventure, l'espionnage et la dimension technique nécessairement liée aux avions et à l'univers militaire aéronautique? Et je pose cette question car une nouvelle génération de lecteurs pourrait être moins friand de cet univers-là. C'est un peu le cas de Michel Vaillant, de Jean Graton. Oui, faut-il privilégier les personnages, leur drame personnel et l'aventure pure ou plonger au cœur du monde de la course automobile? Dans ton cas, c'est l'univers aéronautique. Ouais. Alors, tu soulignes plein de questions intéressantes. Alors, pour ce qui est de l'équilibre entre aventure, aéronautique, espionnage, bah, c'est mon travail d'essayer de doser aussi bien que possible ces différents éléments. Après, j'ai la grande chance d'avoir d'une part Mathieu, qui est non seulement un excellent dessinateur, mais un très bon lecteur. Il arrive vraiment à voir ce qui fonctionne moins, et il me pousse à corriger quand c'est nécessaire. Et puis on a aussi la chance d'avoir notre éditeur, Alex Paringo, qui est un vrai ultra spécialiste, et puis alors hyper connaisseur de Bug Denny et de Tanguy la Verdure. Il connaît tous les albums par cœur. Et du coup, quand il y a quelque chose qui lui paraît justement un peu insatisfaisant, il n'hésite pas une seule seconde à nous le faire savoir. Donc, on doit travailler là-dessus pour corriger éventuellement notre copie. Après, pour ce qui est de l'attrait que peut avoir le monde aéronautique pour le jeune public, alors, si tu parles du fait qu'il peut y avoir un rejet par une partie de la jeunesse du monde aéronautique, c'est sans doute vrai. Et, effectivement, il y a tout un tas de questionnements écologiques, par exemple, qui font que certains se détournent du monde aéronautique. Alors, est-ce qu'ils s'en détournent vraiment ou est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils disent que les avions ça pollue, mais ils sont bien contents de les prendre pour aller en vacances?
Ça reste à voir, je ne sais pas. Mais malgré tout, je dois avouer que, par exemple, en salon, on continue d'avoir des jeunes lecteurs. Et on voit bien que c'est pas seulement la bande dessinée qui les attire, c'est aussi vraiment ce milieu-là, ce milieu de l'aviation qui fascine. Alors effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui peut le rejeter, avec sincérité ou pas, mais il y a aussi une partie de la jeunesse qui reste passionnée parce que c'est Mhm. un monde fascinant, qu'on le veuille ou non. Voler, ça reste fascinant. Et on a aujourd'hui, malheureusement, la militarisation de l'Europe. Oui, alors là-dessus, c'est vrai que nous, on essaye toujours d'être sur la brèche au niveau géopolitique. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pris le parti de Michel Vaillant, qu'il a très bien fait. C'est une série où ils ont pris le parti de développer vraiment un personnage et d'en faire pas seulement une histoire de course, mais une grande saga familiale. Et ils l'ont fait avec beaucoup de réussite, je trouve, hein. C'est du très très beau boulot qu'ils ont fait. Nous, c'est vrai que dans la mesure où sur chaque cycle, on se coltine un nouveau théâtre géopolitique et des nouveaux questionnements géopolitiques, c'est très difficile de laisser de la place pour le développement de personnages. Donc, c'est vrai qu'on préfère axer sur ces questionnements. Quant à la remilitarisation de l'Europe, pardon, effectivement, on en parle. Après, on en parle depuis quand même quelques années maintenant, et ça ne vient toujours pas. Alors, c'est vrai qu'on essaye absolument de se persuader que la Russie est notre ennemi direct pour, comment dire, euh, faciliter l'acceptation par le public de l'augmentation des budgets militaires. Après, est-ce que les dirigeants en place qui tiennent cette politique-là seront encore là dans quelques années? Est-ce que cette politique se poursuivra? Est-ce que, au contraire, les pays vont se replier un peu sur eux-mêmes, ou est-ce qu'au contraire vont aller vers un développement d'une armée européenne? Ça vraiment, j'en sais rien. On sent quand même qu'il y a des choses qui bougent un peu dans tous les sens, donc c'est difficile à lire. Et tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que justement, on s'est vu en vrai physiquement avec Frédéric Zumbi le jeudi dernier. On était sur une base justement à Istres pour Mhm. se documenter pour notre prochain cycle. Et, euh, et on se disait que c'était très difficile. Là, on commence un nouveau cycle, donc il faut qu'on commence à penser au prochain cycle qui sortira dans 2 ans. Mais on se disait que c'est très difficile aujourd'hui de lire où on en sera dans 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on s'est laissé un an. Là, de toute façon, on a 2 albums à faire, donc on va déjà faire le premier. Et une fois qu'on aura terminé le premier, je pense qu'il sera temps de faire un peu le point et de voir où on en est sur effectivement les rapports de force qui se jouent en Europe. Et puis, au-delà des rapports de force, aussi les rapports de communauté ou pas. Voilà. C'est vrai que l'Europe, pour l'instant, on a l'impression que tout le monde, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, et pour faire une armée européenne, il faudra forcément que tout le monde soit d'accord, parce qu'il faudra forcément que tout le monde mette la main à la poche pour le financer. Donc, Mhm. pour l'instant, moi, ce que j'en vois, c'est que j'ai plutôt l'impression que chaque armée se remilitarise, mais de son côté. Bon, l'Allemagne a appelé une multiplication de son budget militaire qui, selon ce qu'on en pense, peut être encourageante ou effrayante. Ouais, On et sait il y a très- aussi le service militaire français volontaire, hein. Oui, alors c'est un service volontaire, ça, il faudra voir. Ça va être difficile à mettre en place pour des questions de coût, parce que pour être allé déjà sur quelques bases, je peux te confirmer que bah déjà, par exemple, tu vois, la base de Dijon où se déroule une taupe chez enfin, une partie d'une taupe chez les cigognes, elle n'existe plus, cette base. Parce que quand la conscription a été supprimée, il y a une bonne partie des locaux qui ne servaient plus, donc qui ont été soit détruits, soit revendus. Donc, pour accueillir des dizaines de milliers de jeunes, et c'est une belle idée, hein, évidemment, bah, il va falloir des locaux pour les accueillir. Tu vois, tout bêtement, en logistique, il va falloir des locaux, il va falloir les nourrir, les habiller, tout ça. Et c'est un budget qui risque d'être assez important. Et alors qu'on nous rabat les oreilles avec notre dette monumentale, je ne sais pas comment ça va pouvoir se financer. Mais d'un autre côté, après, ce sont des priorités. Et là, les politiques feront ce qu'ils ont à faire, hein. Bon, j'espère qu'ils vont aimer ces jeunes, les aventures de Tanguy la Verdure. Écoute, comme je te l'ai déjà dit, on a quelques jeunes lecteurs quand même en salon qui viennent se manifester et qui semblent apprécier. Et surtout, ce qui me fait toujours plaisir et en même temps me surprend, c'est de voir que les pilotes lisent ça et le lisent depuis leur jeunesse.
La dernière fois que nous sommes allés à Luxeuil, il y a quelques mois, où sont maintenant basées les cigognes, et ben on a plusieurs pilotes qui sont venus nous dire, mais moi je le lisais gamin et je lis encore vos aventures, et je trouve ça, enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais ils disent qu'ils aiment bien et qu'ils trouvent qu'on est cohérent dans ce qu'on raconte. Tu étais récemment sur une base aérienne française. Est-ce lieu, évidemment, à la prochaine aventure de Tanguy Laverdure? Et pourrais-tu nous en dire un peu plus et nous indiquer Alors, sa date de parution? en fait, c'est effectivement, on était sur la base d'Istres, et en particulier sur la partie dédiée à la DGA, c'est-à-dire tout ce qui est test de matériel, pour le prochain cycle de Tanguy, mais Tanguy moderne, Tanguy série mère, avec Frédéric Zumbil, puisque c'est là que Tanguy va se retrouver. Donc je veux pas trop en dire pour pas trop spoiler Ah, ou d'accord. divulgacher, mais c'est là que se déroulera, pour Tanguy en tout cas, le prochain cycle. Ernest, lui, sera ailleurs. Et du coup, bah, c'est comme d'habitude extrêmement passionnant de se retrouver sur ce qui, pour moi, qui n'ai jamais fait mon service militaire et n'est pas pilote, pour moi, une base militaire avec des avions, c'est presque un décor, quoi, tu vois, c'est presque un décor de films, de séries et de mes bandes dessinées. Pour Fred, c'est autre chose, parce que lui, il a été pilote de chasse, c'était son quotidien, ça lui rappelle plus une expérience professionnelle, mais pour moi, ça reste fascinant. Et en l'occurrence, le fait de rencontrer à la fois des gens très passionnés par ce qu'ils faisaient, mais aussi par ce que nous faisons, c'était c'était même assez touchant, parce que euh, quelque part, je me dis que nous, on se contente, enfin moi, je me contente d'écrire des histoires dans mon bureau, là, remplies de bouquins de partout. Voilà, je suis pas un aventurier, je n'ai pas pris des risques monumentaux, et du coup, je me dis que je suis bien peu de choses par rapport à des pilotes qui risquent leur vie. Et du coup, le fait d'entendre justement, là, par exemple, c'était le chef des pilotes d'essai qui nous a dit, non, mais moi, j'ai toujours lu Tanguy la Verdure, et je lis vos albums, et ils sont toujours vraiment en- dans l'actualité, à la fois de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe aussi pour nos avions. C'était hyper satisfaisant et hyper touchant pour nous, quoi. Le pilote en question est surnommé Claudius, et du coup, voilà, le fait d'avoir passé une petite heure avec lui, d'en avoir discuté, c'était extrêmement enrichissant. Voilà. Donc ça, ce sera pour le prochain Tanguy série mère. Et pour le Tanguy classique, bon, bah, il y a celui-ci qui vient de sortir. Et comme c'est un diptyque, bah, avec Mathieu, on est en train de travailler sur la suite. Donc là, je peux vous dire que sur les dernières pages qu'il m'a envoyées, il y a une des taupes qui vient d'être démasquée. Et c'est des très très belles pages, comme d'habitude. Mathieu a un ancrage magnifique, avec des noirs sublimes, vraiment. Et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, il a aussi un vrai sens du récit. Donc, il n'hésite pas à me proposer des choses différentes, même en matière de découpage par rapport à ce que je lui ai proposé. Et c'est très satisfaisant, ça aussi, d'avoir cet échange avec le dessinateur, de vraiment le sentir totalement impliqué et pas seulement exécutant. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on a des rapports quasi amicaux avec Mathieu, même si on ne se voit pas souvent. On échange toutes les semaines, évidemment, et puis moi, j'essaie de l'appeler régulièrement. Et c'est pour ça que c'est vraiment un grand, grand plaisir de travailler. Et je poursuis en te demandant ceci. Quand Tanguy et Laverdure se rendront-ils au Brésil? Mais comme je te l'ai dit, j'aimerais bien, hein, j'aimerais vraiment. Euh, mais pourquoi pas, hein, ce serait intéressant, surtout qu'il y avait déjà une flotte au Brésil à l'époque. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais je te, Oui, 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 je oui. te le répète. L'année dernière, je me suis refait, parce que je suis très cinéphile, donc je regarde pas mal de films, je me suis refait tous les OSS 117, mais entre guillemets, les vrais, pas les parodies de Hazanavicius, les vrais films de Une Belle. Et il y en a un qui se déroule évidemment à Rio, et où on voit justement des avions brésiliens. Et je me disais, punaise, ce serait une très bonne idée d'envoyer Tanguy la Verdure là-bas. Et oui, à la fois pour les avions qu'il y avait à l'époque, mais aussi évidemment pour les décors sublimes que propose ton pays, quoi. À la fois, à la fois des décors très urbains en bord de mer, ce qui est évidemment Se très promenant sur spectaculaire. le trottoir de la plage de Copacabana. Et ben, par exemple, voilà, évidemment, on ne pourrait pas y échapper. Et tu peux très bien imaginer que Ernest serait plus attiré par les très jolies brésiliennes en bikini que par les avions qui passent au-dessus de lui. Mais aussi les décors de jungle, de montagne et tout. Enfin, c'est un pays immense et magnifique. Donc, ce serait un décor rêvé pour Tanguy à la Verdure, bien évidemment.
D'accord, d'accord. Je me souviens du film L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Quand je pense à Tanguy Laverdière à Rio. Ouais. Mais oui, mais oui, non, mais c'est un peu la même époque que le OSS 117. Et c'est vrai que, en plus, à l'époque, euh, voyager était beaucoup moins évident, hein. Les gens voyageaient peu, surtout comme ça entre continents. Donc, tu sens bien en voyant ces films à quel point le Brésil avait un côté euh, exotique au point d'en être presque magique, quoi. Tu vois, c'était un vrai décor de cinéma. Pour nous, c'était fascinant. Compte sur moi. Eh ben écoute, si ça se passe au Brésil, tu seras le premier informé, t'inquiète. Merci, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Patrice. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta carrière et dans celle C'est du très gentil, dessinateur merci. Mathieu Durin. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, PH.